Il y a une question que je me pose depuis quelques semaines, une question simple en apparence, mais qui m'a emmené dans des directions que je n'attendais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, être invincible? Pas invincible comme dans les films, pas invincible au sens où rien ne pourrait nous atteindre, où on serait blindé, imperméable, intouchable. Non, quelque chose de différent, quelque chose de plus subtil et de plus profond. L'autre soir, je lisais Marc Aurèle, sans chercher quoi que ce soit de particulier, juste pour lire, pour laisser ces mots faire leur effet. Et je suis retombé sur un passage que j'avais lu des dizaines de fois, un passage que je pensais avoir compris. Mais là, quelque chose a changé. Il écrit « Retire-toi en toi-même. La raison qui te gouverne a cette nature de se suffire à elle-même en pratiquant la justice, et par cela même, de garder le calme. » Alors dit comme ça, j'avoue, ça peut paraître un peu compliqué. Mais en fait, si on prend le temps de vraiment regarder ce qu'il nous dit, c'est d'une simplicité désarmante. Quand il parle de se retirer en soi-même, il ne nous demande pas de fuir le monde ou de s'isoler. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on passe notre vie à chercher à l'extérieur des choses qui ne peuvent exister qu'à l'intérieur. On attend que notre situation s'améliore pour se sentir en paix. On attend que les gens autour de nous changent pour aller mieux. On attend que le monde devienne moins chaotique pour enfin respirer. Mais Marc Aurèle nous dit « Cette attente est une illusion. Parce que le monde ne se calmera jamais vraiment. Et les autres ne changeront pas pour te faire plaisir. Alors plutôt que d'attendre un calme qui ne viendra pas de l'extérieur, crée-le à l'intérieur. » Et quand il parle de se suffire à soi-même, là encore, ce n'est pas un appel à vivre seul ou à rejeter les autres. C'est autre chose. C'est arrêter de faire dépendre ta stabilité de ce que les gens pensent de toi, de ce qu'ils te disent ou de comment ils réagissent. Tu connais cette sensation quand quelqu'un te fait une remarque et que ça te retourne la journée? Ou quand tu attends une validation qui ne vient pas et que ça te ronge? C'est exactement ça qu'il pointe du doigt. Se suffire à soi-même, c'est comprendre que ce qui te gouverne vraiment, ce n'est jamais ce qui t'arrive. C'est toujours, la manière dont tu choisis d'y répondre. Et le calme dont il parle à la fin, ce n'est pas un calme qui dépend des circonstances. Ce n'est pas être serein parce que tout va bien. C'est être serein parce que ta boussole intérieure, elle, reste droite, même quand tout vacille autour de toi. Et c'est ça, au fond, être invincible au sens stoïcien. Ce n'est pas être plus fort que le monde. C'est ne plus se laisser emporter par lui. C'est avoir construit en soi un lieu où personne n'entre sans permission. Un lieu que ni le bruit, ni la peur, ni l'agitation ne peuvent envahir. Où les tempêtes du dehors viennent s'écraser, sans jamais atteindre le centre. Un lieu simple, silencieux, stable. Un lieu de paix au milieu du chaos. Et je me suis demandé, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible de construire ça, dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui nous bombarde, tout ce qui nous sollicite, tout ce qui essaie de nous atteindre à chaque instant? Je crois que oui, je crois que c'est possible. Pas facile, pas rapide, mais possible. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. De 6 règles, 6 principes tirés de la sagesse stoïcienne qui peuvent nous aider à construire ce lieu intérieur, à devenir, d'une certaine manière, invincibles. Pas invincibles au sens où rien de mal ne nous arrivera. Des choses difficiles vont arriver, c'est garanti. La vie n'épargne personne, mais invincibles au sens où quoi qu'il arrive, on restera debout. On restera nous-mêmes. On ne sera pas emporté par les vagues. Alors prenez le temps de vous installer. Ce qu'on va explorer ensemble est important. C'est le genre de chose qui peut changer une année, qui peut changer une vie peut-être. La première règle n'est pas d'opinion sur tout. Marc Aurèle écrit quelque part dans ses pensées une phrase qui m'a longtemps troublé. Il dit « Souviens-toi que tu as toujours le pouvoir de n'avoir aucune opinion. » Le pouvoir de n'avoir aucune opinion. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je n'ai pas compris. Comment ça ne pas avoir d'opinion? On a toujours une opinion sur tout, non? C'est automatique. Quelque chose se passe, on réagit, on juge, on pense quelque chose. C'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. Et puis j'ai commencé à observer, à vraiment observer ce qui se passait dans ma tête. La plupart de mes opinions n'étaient pas vraiment les miennes. Elles venaient d'ailleurs. Des informations que j'avais absorbées, des avis que j'avais entendus, des réactions que j'avais vues chez les autres et que j'avais adoptées sans m'en rendre compte. Réfléchissez-y une seconde. Avoir une opinion, c'est s'engager. C'est prendre position.
c'est créer un lien avec quelque chose, une tension. Et cette tension, elle occupe de l'espace dans ta tête. Elle demande de l'attention. Elle génère des émotions. Tu as déjà remarqué comme certains sujets peuvent te hanter. Tu scrolles, tu tombes sur un truc qui t'énerve, et 3 heures après tu y penses encore. Tu imagines des débats dans ta tête. Tu formules des arguments. Tu te disputes mentalement avec des gens qui ne sauront jamais que tu existes. Et pendant ce temps-là, ta vraie vie, elle, est en pause. Regarde ce qui se passe en ce moment. On est bombardé, absolument bombardé. D'informations, de nouvelles, de scandales, de polémiques, de débats, de controverses. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui essaie de capturer notre attention. Quelque chose qui nous demande de réagir, de juger, de prendre position. Et la plupart des gens plongent. Ils ont une opinion sur tout. Sur ce que tel politicien a dit. Sur ce que telle célébrité a fait. Sur cette nouvelle tendance, ce scandale, cette polémique. Ils s'énervent, débattent, argumentent, se disputent avec des inconnus sur Internet. Ils passent des heures à défendre des positions sur des sujets qui n'ont absolument aucun impact sur leur vie réelle. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils auront gagné? Rien, absolument rien. Ils auront perdu du temps, de l'énergie, de la paix intérieure. Ils auront nourri des émotions négatives. Ils auront participé à des guerres qui n'étaient pas les leurs. Marc Aurèle. S'il y avait quelqu'un qui avait des raisons d'avoir des opinions sur tout, c'était bien lui. Et pourtant, il se rappelait constamment qu'il pouvait choisir de ne pas en avoir. Il écrit d'ailleurs, « Les choses elles-mêmes ne touchent pas l'âme. Elles restent dehors, immobiles. Les troubles ne viennent que de l'opinion intérieure. » Vous comprenez ce qu'il dit? Ce n'est pas l'événement qui nous perturbe. C'est notre opinion sur l'événement. Et si on n'a pas d'opinion, si on choisit consciemment de ne pas en avoir, alors l'événement perd son pouvoir sur nous. Il reste dehors, immobile, incapable de nous atteindre. Maintenant, je t'entends déjà. Mais attends, il y a des vraies injustices dans le monde. Il y a des choses qui méritent qu'on s'indigne. On ne peut pas juste fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. Et tu as raison. Absolument raison. Les stoïciens n'ont jamais dit de devenir indifférents à l'injustice. Marc Aurèle lui-même a passé sa vie à essayer de gouverner justement, à protéger les plus faibles, à faire ce qu'il croyait être bien. Les stoïciens croyaient profondément en l'action juste. Mais voilà la différence, et elle est importante. Il y a une différence immense entre s'indigner sur Internet et agir concrètement, entre avoir une opinion brûlante sur un sujet et faire quelque chose qui change réellement les choses, entre se disputer avec des inconnus et aider quelqu'un devant soi. La vraie question n'est pas « est-ce que cette injustice mérite mon indignation ?» La vraie question c'est « est-ce que mon indignation va changer quoi que ce soit ?» Et si oui, qu'est-ce que je fais concrètement? Parce que l'indignation sans action, c'est juste du bruit. C'est de l'énergie qui part en fumée. Tu peux passer des heures à t'énerver sur une injustice, et à la fin, rien n'a changé. Sauf toi. Toi, tu es épuisé, anxieux, vidé. Alors oui, engage-toi. Mais engage-toi vraiment. Si quelque chose te révolte, demande-toi ce que tu peux faire concrètement. Donner de ton temps, de ton argent, de ton énergie, agir localement, là où tu peux avoir un impact réel. Il y a une expérience que je voudrais te proposer. La prochaine fois qu'une polémique éclate, la prochaine fois que tout le monde s'enflamme sur un sujet, pose-toi ces 2 questions. Est-ce que ça me concerne vraiment? Et est-ce que je peux faire quelque chose de concret? Si la réponse aux 2 est non, alors laisse passer. Ne prends pas position. Ne juge pas, ne t'engage pas. Observe l'événement. Constate que les gens réagissent. Et continue ta vie. C'est difficile au début. On a tellement l'habitude de réagir automatiquement, de sauter sur chaque stimulus. Mais avec la pratique, ça devient plus facile. Et surtout, on commence à sentir quelque chose. Un espace qui s'ouvre, une légèreté, une liberté qu'on ne soupçonnait pas. Parce que toute cette énergie qu'on dépensait à avoir des opinions sur tout, on peut la rediriger. On peut la concentrer sur ce qui compte vraiment. Sur nos proches, sur nos projets, sur notre vie, sur les actions concrètes qu'on peut mener, sur les combats qu'on choisit vraiment de mener. Maintenant, passons à la 2e règle. Arrête de gaspiller ton temps. Il y a un texte de Sénèque qui m'accompagne depuis des années. Il s'appelle « De la brièveté de la vie ». Et dès les premières lignes, il nous confronte à quelque chose de dérangeant. Il écrit « Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Ma première réaction a été de protester.
Bien sûr qu'on n'a pas assez de temps. Les journées sont trop courtes, les semaines filent, les années s'envolent. On court tout le temps et on n'arrive jamais à tout faire. Mais Sénèque insiste. Il dit « La vie n'est pas courte. Une année est un temps énorme si on sait l'utiliser. Une année est un temps énorme. 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes. Quand on y pense vraiment, c'est vertigineux. On pourrait faire tellement de choses avec tout ce temps. Apprendre une langue, écrire un livre, transformer son corps, construire quelque chose de significatif, approfondir des relations, voyager, créer, vivre. Et pourtant, où passe tout ce temps? Sénèque avait une observation brillante sur le comportement humain. Il remarquait que les gens sont extrêmement protecteurs de leur argent. Si quelqu'un essayait de leur voler leur portefeuille, ils réagiraient immédiatement. Si quelqu'un empiétait sur leur propriété, ils se défendraient. Ils gardent jalousement leurs possessions, comptent leur argent, s'inquiètent de leurs investissements. Mais le temps, on le donne à n'importe qui. On le laisse filer sans la moindre résistance. Et ça, tu l'as forcément déjà vécu. Quelqu'un te demande 1 heure pour une réunion qui aurait pu être un email. Tu dis oui. Quelqu'un t'entraîne dans une conversation qui tourne en rond. Tu restes par politesse. Tu ouvres ton téléphone pour vérifier un truc. Et 45 minutes plus tard, tu es encore en train de scroller sans savoir comment t'en es arrivé là. Et cette heure que tu viens de perdre, tu ne la récupéreras jamais. Jamais. L'argent, tu peux en regagner. Les possessions, tu peux les remplacer. Mais le temps, c'est la seule ressource véritablement non renouvelable. Chaque minute qui passe est perdue pour toujours. Chaque heure gaspillée est une heure de vie qui ne reviendra pas. Sénèque écrit « Rassemble et conserve tout ton temps. Il en est qu'on nous enlève, qu'on nous dérobe, ou qui nous échappe. Mais la plus honteuse de toutes les pertes est celle qui vient de notre négligence. La plus honteuse de toutes les pertes, celle qui vient de notre négligence. Pas le temps qu'on nous vole, le temps qu'on laisse partir par inattention, par paresse, par manque de conscience. Je voudrais te demander quelque chose, et je voudrais que tu y répondes honnêtement, juste pour toi dans ta tête. Comment as-tu utilisé ton temps cette semaine? Pas en théorie, en pratique, concrètement. Combien d'heures as-tu passé sur ton téléphone? Combien d'heures devant des écrans à regarder des choses que tu as déjà oubliées? Combien d'heures dans des conversations vides? Combien d'heures à t'inquiéter de choses que tu ne contrôles pas? Combien d'heures à procrastiner, à éviter, à repousser? Et maintenant, combien d'heures as-tu passé sur ce qui compte vraiment pour toi? Sur tes projets, tes passions, tes relations profondes, ta santé, ton développement. Je sais, pour la plupart d'entre nous, la disproportion est terrifiante. On gaspille notre temps sur des choses sans importance. On le laisse filer dans des distractions, des préoccupations inutiles, des activités qui ne nous apportent rien. Et puis on se plaint de ne pas avoir le temps de faire ce qu'on veut vraiment faire. Mais le temps, on l'a toujours eu. On le gaspille, c'est tout. Et là, je sais ce que tu te dis peut-être. Oui, mais moi c'est différent. J'ai un travail qui me prend tout mon temps. J'ai des responsabilités. J'ai des contraintes. Je ne peux pas juste décider d'utiliser mon temps comme je veux. Et c'est vrai, on n'a pas tous le même contrôle sur notre emploi du temps. On n'a pas tous les mêmes obligations, et Sénèque lui-même le reconnaissait. Il parlait du temps qu'on nous enlève, qu'on nous dérobe. Il savait que certaines heures nous échappent malgré nous. Mais voilà la question honnête. Même dans les heures qui t'appartiennent vraiment, celles où tu es libre de choisir, qu'est-ce que tu en fais? Le soir, quand ta journée de travail est finie, le week-end, ces moments de pause, ces heures volées ici et là. Qu'est-ce que tu en fais vraiment? C'est ça que Sénèque pointe du doigt. Pas le temps qu'on te prend, le temps que tu donnes sans même t'en rendre compte. Il y a quelque chose de particulièrement insidieux dans la façon dont on perd notre temps aujourd'hui. Les distractions sont conçues pour être addictives. Les notifications sont calibrées pour capturer notre attention. Les algorithmes sont optimisés pour nous garder scotchés à nos écrans. Tu connais cette sensation. Tu te dis « Je vais juste regarder 5 minutes » et 2 heures plus tard, tu es toujours là, les yeux fatigués, sans même te souvenir de ce que tu as regardé. Et le pire, c'est que tu ne te sens même pas reposé. Tu te sens plus vide qu'avant. Parce que c'est ça le piège. On se dit qu'on se détend, qu'on a besoin de décompresser, qu'on mérite une pause. Et c'est vrai, on a besoin de repos. Mais scroller pendant des heures, ce n'est pas du repos. Regarder des vidéos en boucle sans jamais s'arrêter, ce n'est pas de la détente. C'est de l'épuisement déguisé en loisir. Le vrai repos, c'est autre chose. C'est une promenade.
C'est une conversation avec quelqu'un qu'on aime. C'est un livre. C'est du silence. C'est quelque chose qui te remplit au lieu de te vider. Sénèque ne connaissait pas les smartphones. Il ne connaissait pas les réseaux sociaux. Mais il connaissait la nature humaine. Il savait que les humains ont toujours eu tendance à gaspiller leur temps, à se laisser distraire, à fuir ce qui compte vraiment pour se réfugier dans ce qui est facile et immédiat. Il écrivait déjà, il y a 2000 ans. On se plaint de la dureté du sort, de la brièveté de la vie. Personne ne veut reconnaître qu'il en est le principal artisan. Marc Aurèle, lui, se rappelait constamment sa propre mortalité, pas de manière morbide, de manière pratique. Il écrivait « Pense à tout le temps que tu as perdu à ne pas l'employer à ce qui était vraiment utile, et tu comprendras combien d'années t'ont été ravies sans que tu t'en sois aperçu. Combien d'années t'ont été ravies sans que tu t'en sois aperçu. » C'est une question terrifiante quand on y pense vraiment. Toutes ces heures passées à scroller sur des fils d'actualité. Toutes ces soirées perdues devant des contenus qu'on a déjà oubliés. Toutes ces conversations vides, ces préoccupations inutiles, ces distractions qui ne nous ont rien apporté. Et le plus tragique, c'est qu'on recommence le lendemain, et le surlendemain, et la semaine suivante. On sait qu'on gaspille notre temps, et on continue à le gaspiller, comme si on avait une réserve infinie, comme si ça n'avait pas d'importance. Mais ça a de l'importance, ça a une importance énorme, parce que le temps qu'on gaspille, c'est de la vie qu'on gaspille. Chaque heure perdue est une heure qu'on aurait pu vivre vraiment. Chaque journée gaspillée est une journée de moins dans une existence qui en compte un nombre fini. Sénèque écrit « Aucun de ceux que tu vois ne vit longtemps, mais bien peu vivent. Car la vie n'est pas seulement existence, c'est la conscience que nous en avons. Être vivant et vivre vraiment, ce n'est pas la même chose. On peut passer des années en mode automatique, sans jamais vraiment être présent, sans jamais vraiment diriger sa vie consciemment. On peut traverser l'existence comme un somnambule, en se réveillant de temps en temps pour constater que le temps a passé sans qu'on s'en aperçoive. Ou on peut choisir de vivre. Vraiment vivre. Être présent. Être conscient. Utiliser son temps avec intention, avec attention, avec respect pour sa valeur inestimable. Ce soir, avant de dormir, pose-toi cette question. Comment ai-je utilisé mon temps aujourd'hui? Pas pour te culpabiliser, pour prendre conscience, pour ajuster, pour te rappeler que chaque journée compte, que chaque heure compte, que le temps est précieux et qu'il mérite d'être traité comme tel. Le temps est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Agis en conséquence.